Je m'appelle Dominique Chatoc et je suis directeur du suivi de l'évaluation et de l'apprentissage pour le Johns Hopkins Center for Communications Program. Nous sommes rejoints aujourd'hui par des praticiens de la santé publique dans de nombreux domaines qui utilisent tous le tableau de bord dans leur travail en tant que responsables gouvernementaux, ONG, concepteurs de programmes et journalistes. Avant de commencer notre programme, je voudrais passer en revue quelques points de gestion d'ordre du jour. Tout d'abord, veuillez noter que nous avons des traductions simultanées en français et en espagnol. Je vais avancer les diapositives pour montrer à nos locuteurs français comment accéder au canal d'interprétation à titre d'exemple. Vous verrez le nom de mes collègues sur le webinaire aujourd'hui qui peuvent vous aider en cas de problème technique. Si vous avez besoin d'aide dans le chat, veuillez ensuite utiliser le chat, le salon de discussion pour saluer vos collègues et vous présenter et nous faire connaître la diversité des pays représentés aujourd'hui. Enfin, au fur et à mesure des présentations, utilisez l'outil de questions-réponses Q&A en bas de page pour soumettre vos questions aux panélistes. Certaines questions recevront une réponse dans l'outil de questions-réponses Q&A. D'autres seront soumises aux panélistes au cours de la discussion ouverte. C'est une manière d'avoir un retour rapide et on va essayer de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Ensuite, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons axer notre discussion sur la façon dont les données du tableau de bord des comportements de COVID ont été utilisées pour informer les programmes dans le monde entier. Mais d'abord, j'aimerais m'assurer que vous êtes tous au courant des fonctionnalités disponibles sur le tableau de bord. Comme la plupart d'entre vous le savez, le tableau de bord a été lancé en septembre. Le tableau de bord couvre une variété de sujets COVID-19, y compris l'acceptation du vaccin, les raisons de l'hésitation, les obstacles et les sources d'information. Les données sont mises à jour 2 fois par mois et les utilisateurs peuvent explorer les tendances dans le temps ou les données désagrégées par caractéristiques démographiques. Il existe également plusieurs nouvelles fonctionnalités. En octobre, nous avons lancé un tableau de bornes internationales. Les données internationales sont disponibles pour 71 pays et la vue infranationale vous permet de voir comment le comportement et les croyances varient selon l'État ou la province. Le tableau de bord fournit également désormais des rapports par pays qui résument les indicateurs clés dans un PDF exportable. Ces rapports nationaux sont mis à jour mensuellement et peuvent être disponibles pour inclure des données nationales et sous-nationales. Ces rapports sont disponibles en 56 langues. Enfin, nous avons préparé un modèle de présentation sur la communication des risques et de l'engagement communautaire pour vous aider à élaborer une présentation personnalisée à partir des données du tableau de bord. Vous pouvez le télécharger sous l'onglet ressources du site covidbehaviors.org. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici d'autres informations. C'était une diapositive additionnelle. Maintenant, nous passons à notre modérateur, Anton Schneider. Je ne le connaissais pas bien, mais depuis COVID, nous sommes toujours ensemble pour le Breakthrough Action Project et c'est bien d'apprendre du point de vue au USAID. Donc, Anton est conseiller principal en matière de changement social et comportemental au sein du Bureau de la santé mondiale de l'USAID, l'Office des maladies infectieuses. Il a développé et géré des activités de changement de comportement sur un large éventail de questions de santé, y compris un certain nombre d'épidémies de maladies infectieuses, notamment la grippe aviaire, le H1N1, le Zika et le COVID-19. Anton soutient actuellement les activités de SBC pour les activités de sécurité sanitaire mondiale de l'USAID et depuis l'épidémie de COVID-19, il a apporté son soutien aux missions et aux partenaires de mise en œuvre, notamment en élaborant des directives, des indicateurs et des ressources liées à la demande pour soutenir le récent déploiement de vaccins. Bienvenue, Anton. On est devenu de la famille éloignée maintenant depuis qu'on travaille sur COVID. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir. Et merci Dominique pour l'introduction. Donc, comme a dit Dominique, je suis avec le Bureau des maladies infectieuses de l'USAID. Je suis très fière d'être ici et de faire partie de l'initiative COVID Behaviors Dashboard que nous partageons avec vous aujourd'hui. Lorsqu'on programme, il n'y a rien de plus
on fait les programmes, les données qui sont précieuses quand elles sont à jour, mais quand il y a une intervention à faire pour une épidémie, c'est encore plus précieux. Elles sont mises à jour régulièrement. Avant, il fallait choisir entre la qualité et le caractère temporel des données, mais c'est difficile d'avoir les deux. Mais depuis, c'est pourquoi Dominique et moi, on est devenus les meilleurs amis. Le dashboard résout cette difficulté pour nous donner des données sur le comportement de haute qualité sans arrêt, avec des mises à jour presque en temps réel 2 fois par mois. Depuis septembre 2021, plus de 17 000 utilisateurs de 191 pays ont accédé au tableau de bord des comportements COVID. Ça peut être supérieur à 17 000. Certains l'ont utilisé pour compléter leurs recherches COVID-19, tandis que d'autres se sont concentrés sur l'élaboration de messages de santé publique ou sur la communication d'informations critiques au public et aux organisations partenaires. Au sein de l'USAID, nous avons trouvé le tableau de bord incroyablement précieux dans toute notre équipe COVID comme moyen d'obtenir une perspective sur les questions comportementales clés liées à l'adoption des vaccins et d'autres comportements de prévention. Aujourd'hui, nous allons entendre parler de 4 personnes qui utilisent le tableau de bord des comportements COVID-19 dans leur travail, leurs témoignages et la manière dont ils ont utilisé ces données pour partager leurs connaissances sur la pandémie de COVID-19. Ça peut donner des informations précieuses à tous ceux qui souhaitent faire de même. Merci à nos panélistes de nous avoir fait part de leur point de vue aujourd'hui et merci à vous tous d'être venus. Comme Dominique l'a mentionné, nous avons réservé une question de questions-réponses pour la fin, après avoir entendu tous nos présentateurs. Donc, nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions possibles, soit dans la boîte de discussion, soit lors de la séance de questions-réponses qui suivra. Sur ce, je vais passer à notre première intervenante, Elena Ballester-Born. Elena est une spécialiste du changement social et comportemental qui travaille au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe, où elle soutient les interventions de vaccination de routine et de santé maternelle et néonatale dans 21 pays de la région. Elle préside le groupe de travail sur la demande des SACRED, une plateforme de coordination multipartite qui soutient les efforts des pays pour augmenter la demande et l'utilisation des vaccins COVID-19 disponibles. Elena, bienvenue. Merci beaucoup, Anton, pour l'introduction. Passons à la prochaine diapositive. Donc, je voulais juste présenter rapidement le contexte dans lequel nous travaillons. Surtout parce que le début de la pandémie, lorsqu'on a commencé à recevoir des vaccins dans l'Afrique du Sud et de l'Est, la raison prévalente, c'était une supposition que l'obstacle à l'acceptation, c'était l'hésitation, mais il n'y avait pas de données pour informer les raisons de l'hésitation. Si il y avait hésitation dans la région et si ce n'est pas le cas, quels seraient d'autres obstacles dont il faudrait surmonter pour promouvoir l'adoption et l'acceptation du vaccin? Donc, nous avons décidé de développer un outil pour mesurer les influenceurs BESD de comportement. On a utilisé plusieurs plateformes, VRE, mais face à face, et les résultats ne représentaient pas les pays. Donc, on a dû trianguler les données. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, les domaines principaux dans lesquels que nous observons, ou les domaines que nous travaillons, c'est le thinking and feeling, donc la réflexion et les sentiments, et également l'autre domaine, c'est les processus sociaux pour évaluer s'il y a une norme prévalente sociale parmi les répondants ou non. Prochaine, s'il vous plaît. Troisième, c'est la motivation, si les gens acceptent le vaccin quand c'est disponible pour eux. Et ensuite, ce sont les questions d'ordre pratique. Donc, est-ce que c'était facile pour ceux qui voulaient obtenir le vaccin à l'obtenir? Et comme je disais, cela nous donne
un panorama de 360 degrés des différents facteurs qui influencent l'acceptation du vaccin. On commence avec les employés de la santé, c'était notre première cible dans la région. Ensuite, les professeurs, la population générale et maintenant, on utilise pour les jeunes. Donc, dans cette idée d'ajouter des données additionnelles pour complémenter ce qu'on a déjà, pour s'assurer que les recommandations programmatiques qu'on proposait au gouvernement étaient appropriées et adaptées sur mesure, on utilisait le dashboard, le panneau. Donc, prochaine. Merci. Donc, la première zone qui pour nous était très pertinente en termes de défense d'intérêt avec d'autres collègues qui ne sont pas si à l'aise, mais qui sont externes aux donneurs, aux partenaires, au gouvernement, c'était de voir ces informations du dashboard sur les raisons sous-tendant l'hésitation au vaccin dans notre région. La première raison, c'était les préoccupations sur les effets secondaires. Le deuxième, sur la sécurité, l'innocuité. Troisième, l'efficacité. Et c'est quelque chose que Paymount pour les outils de comportement, mais à travers notre en ligne. Donc, on a ces alignements et l'histoire a commencé à changer parce que vous pouvez aborder ces préoccupations en donnant par différents canaux de communication et des interventions communautaires. La partie la plus intéressante sur le dashboard, c'était de trianguler ces deux informations que nous ne captions pas dans nos données. La première chose, quel était le pourcentage des participants non vaccinés qui ont essayé d'obtenir le vaccin? Et c'est très important dans le contexte où l'accès au vaccin et l'accès aux centres de santé demeure une énorme difficulté. Donc, lorsque vous avez une formulation qui dit que le problème, c'est l'hésitation, alors que le voyez en Afrique du Sud, vous avez 12% des gens qui ont essayé d'obtenir le vaccin, mais n'ont pas pu. Alors, vous commencez à programmer différemment et on a triangulé cela avec d'autres informations sur quelles étaient les barrières structurelles rapportées par ceux qui n'étaient pas vaccinés. Et bien entendu, vous avez des problèmes sur les rendez-vous. Imaginez des pays dans lesquels l'accès à l'Internet n'est pas facile ou pas tout le monde a un cellulaire et l'accès à la santé est difficile. C'est compliqué d'avoir un rendez-vous. Et l'autre chose, la difficulté à se rendre dans les sites, ce qui montre encore les problèmes de l'accessibilité. Et la dernière chose, c'est la difficulté pour l'école, la non-adaptation de la provision des services par rapport à la demande. Ensuite, on a la même chose. Avant, on avait vu l'Afrique du Sud, mais au Kenya, les données sont similaires. Par exemple, dans le cas du Kenya, 19% de ceux qui voulaient obtenir le vaccin n'ont pas pu le faire. Encore une fois, les raisons sont les mêmes. Difficulté faire des rendez-vous, de se rendre au site et d'ajuster leur mode de vie aux heures d'ouverture des sites de vaccination. Donc, pour nous, disons, c'était un tremplin, quelque chose que nous avons utilisé à différents niveaux pour demander d'abord une facilitation en termes de rendez-vous et comment avoir accès au vaccin, mais également, on demande également que des mesures soient prises, soit pour subventionner le transport à l'accès au centre ou bien déplacer les points de vaccination à des endroits où les gens se rassemblent, comme les marchés, les églises. Et on a commencé à travailler avec les associations de leaders religieux pour qu'ils offrent leur lieu de culte comme site de vaccination. Et finalement, on réclamait des heures plus longues pour les vaccinations pour que les gens qui s'occupent de leur famille et du travail puissent bénéficier de cela. Je pense que cela, c'est tout. Donc, merci beaucoup.
pour Johns Hopkins. Ça a été un outil formidable. Ce dashboard est vraiment très intéressant. Merci, Elena. C'était fascinant. Et je pense que je vous ai entendu dire que le dashboard était un tremplin. J'espère que c'est vrai parce que c'est un terme que je vais incorporer. Donc, très intéressant. Et je vois que les questions commencent à arriver. Et marquez-les dans le Q&A, la fonction Q&A, questions-réponses, et nous allons y répondre au fur et à mesure. Et donc, prochaine panéliste, Tom Black, il travaille dans le, il analyse les projets de recherche pour comprendre l'attitude des gens et les comportements se rapportant au vaccin COVID-19. Donc, avant d'arriver à la fondation Bill et Melinda Gates, il était à Londres, il travaillait sur les élections européennes pour tous les partis. Je ne pense pas qu'il va pouvoir répondre aux questions sur les sondages, mais il va répondre des questions sur COVID-19. Donc, il est basé à Washington, D.C. Bienvenue, Tom. Merci, Anton. Je vais pas poser de questions, de discussion politique sur le sondage politique. Je suis Tom Black et je vais parler de cas d'usage. Il y a davantage, mais je pense que ils illustrent bien le type de choses que nous faisons. Donc, la première chose est représentée par ces écrans un peu mystérieux à droite et on se concentre sur la livraison, et le travail d'acceptation de vaccins sur certains pays et on essaie d'agréger la plus grande quantité de vaccins. En haut, vous voyez, les données ont été agrégées pour les grandes tendances pour les pays, le suivi pour la volonté d'acceptation et c'est important. Donc, les sources et les services, les données, UNICEF figure également, mais les données CCD, c'est l'une des données chronologiques que nous avons. C'est important. Sans cela, bon, les écarts entre les intervalles seraient plus importants. Mais je pense que surtout la déségrégation de ces données par en bas de l'écran, vous pouvez voir que montre la grande tendance, mais cela divise différentes sources et celle qui est couverte par le rouge, la bulle rouge, c'est les données CCP. Cela nous dit comment les choses évoluent, mais cela montre également. Vous voyez, certaines des lignes sont statiques et certaines autres changent avec le temps. Et d'essayer de comprendre la dynamique de cela est important pour orienter les décisions programmatiques et de financement. Et autre chose, je réitère ce qu'a dit Elena, cela nous permet de mettre la demande dans le bon contexte et ça change la définition de l'hésitation dans le contexte, les obstacles structurels et cela montre que c'est seulement l'hésitation le problème ici. Et on peut recontextualiser cela et nous donner une compréhension plus utile. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Cela montre un exemple plus pratique et Jeff, c'est son travail que je montre. C'est son travail que je montre ici. Cela montre comment on utilise les données pour mettre les informations dans une analyse et une collaboration comme un outil d'investigation pour évaluer les grandes tendances dans les données. Donc, à gauche, le tableau montre, c'était en mi-octobre, le Mozambique et l'Angola étaient les pays les plus efficaces à traduire les réserves en vaccins administrés. Et il y a la demande est un des facteurs. Donc, on utilise les données comportement COVID pour évaluer la différenciation de ces deux pays par rapport à d'autres pays en termes de population perception pour les vaccins. Et il y avait deux choses, conclusions, c'est que en haut, c'est ce que cela montre. Il y a des niveaux plus importants de risque perçu des infections COVID plus importants dans
chacun, et ça se traduit avec des niveaux plus élevés de volonté à accepter, à prendre le vaccin et également des niveaux élevés de confiance dans le travail de la santé, les organisations de santé globale, les acteurs politiques, et cela se traduit par un scénario de demande meilleur. Donc, ce qui est crucial ici, c'est pas la confiance aux autorités ou les risques d'importation de COVID, c'est important. Bien, on le sait que c'est important, mais ce que cela signifie, c'est que parce que nous avons d'autres pays ici, nous pouvons utiliser les mêmes séries de données pour évaluer où les pays exceptionnels se trouvent ou les pays qui sont moins efficaces pour utiliser ces données pour voir quel est le rôle de le contexte joue dans, comme a dit Elena, dans cette transition compliquée des réserves aux vaccins administrés. Le fait que cela est pratiquement en temps réel, cela veut que les changements sont indiqués et sont essentiels pour comprendre encore comment la demande joue un rôle pour l'administration de vaccins. Les deux éléments de cette série de données si précieuses pour moi, c'est la qualité chronologique et les comparaisons de plusieurs pays. Et Dominique et l'équipe a parlé de Facebook dans beaucoup de pays qu'on montre ici, mais il y a des manières d'atténuer cela et les données presque en temps réel et la comparaison entre pays avec les données en temps presque réel. C'est un énorme manque de connaissances et merci à l'équipe pour faire ce travail. Vous comblez un grand manque. Merci beaucoup pour ce travail. C'est tout pour moi. J'ai trouvé mon bouton pour activer le microphone, mais ça fait 2 ans que, donc, donnez-moi un peu de temps pour comprendre la technologie. Merci, Tom. C'était fascinant. Je regardais votre écran. Merci pour une très bonne présentation. C'était vraiment intéressant. Donc, je vais passer au prochain intervenant, Kathy Church-Balin. Kathy a plus de 30 ans d'expérience dans la communication en matière de santé. Elle est actuellement conseillère principale et représentante du pays pour le Johns Hopkins Center for Communication Programs aux Philippines. À ce poste, elle supervise le développement et la mise en œuvre de programmes de changement social et comportemental dans le domaine du planning familial et du COVID-19. Cathy, bienvenue. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Anton. Première diapositive. Donc, je vais parler un peu de comment nous utilisons le dashboard des comportements COVID aux Philippines. On va commencer. Donc, pour vous donner un contexte, pour le moment, nous avons environ 2 millions de cas de COVID, 2,8. Les Philippines est un pays d'environ 110 millions de gens. On est juste en dessous de la Chine, à côté d'autres pays qui sont très politisés maintenant. Et jusqu'à présent, il y a 48 545 décès déclarés et environ 100 millions de doses de vaccins ont été distribuées. Environ 35% de la population est protégée. On vient de terminer de journées de vaccination qui ont couronné de succès les Philippines. C'est là où il y a eu le confinement le plus long du monde. Nos enfants ne sont pas encore retournés à l'école face à face. Il y a un projet pilote. La plupart des gens travaillent à la maison et les restrictions sur les déplacements sont encore là. Donc, vu ce contexte, on travaille sur COVID depuis mars 2020. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais voir comment on utilise le dashboard depuis qu'il existe. Et il y a 4 manières. D'abord, nous informons nos partenaires
sur ce qui se passe du point de vue comportemental. Nous supplémentons comparé à d'autres sources de données. On l'utilise pour informer nos campagnes existantes et nos stratégies. Et nous fournissons une ressource aux journalistes, élèves et c'est vraiment une ressource précieuse et je devrais le mettre dans le contexte que les données pour nous sont fiables parce que nous avons 19 000 réponses pour chaque cycle et 89 millions de gens aux Philippines sont sur le Facebook. Donc, c'est une plateforme des médias sociaux omniprésente. Donc, beaucoup de gens, on leur demande de faire le sondage et ils le font. Prochaine diapo. Donc, il y a une réunion tous les mardis matins de tous les partenaires USAID et nous présentons les nouvelles données comme elles sortent et nous choisissons des indicateurs clés dans le dashboard que nous suivons au fur et à mesure. Donc, les sujets qui intéressent les gens et une fois qu'une nouvelle série sort, on compare à celle qui est sortie à la fin d'août et on dit aux gens ce qu'ils pensent, quels sont ces changements. Et il y a certains thèmes que l'USAID qu'on doit nous dit de suivre et on suit ces thèmes. C'est l'intérêt dans le vaccin, l'intérêt dans les variants, intérêt dans les économies, de l'économie. Donc, on suit cela de près. Prochaine diapositive. Et bien entendu, on veut savoir qui accepte le vaccin. Et c'est très intéressant ici parce qu'avec le temps, il y a eu des changements, une évolution et on le regarde de près. Les personnes plus âgées sont notre public plus résistant, mais les autres types de public sont ouverts à la vaccination. On veut encourager, je l'utilise pour encourager les gens à formuler leur message de manière dans un cadre positif d'idéation pour dire aux gens que l'hésitation baisse au fur et à mesure. Donc, on suit cela et on rapporte chaque fois qu'il y a de nouvelles données. Prochaine diapositive. Donc, on utilise cela et on compare avec d'autres sources. Donc, une autre activité avec le travail, c'est que Breakthrough, on a embauché une firme qui fait une écoute sociale en profondeur et on a une mise à jour tous les 2 fois par semaine et c'est là. Et c'est à peu près comme le dashboard et il compare, cette personne compare, il veut savoir si les données sociales et les données du dashboard sont synchronisées ou différentes et on regarde la différence et on analyse pour voir, pour juger la qualité des 2 sources. En général, elles se suivent très bien. Donc, c'est quelque chose que nous faisons parce que nous avons cette possibilité. Prochaine diapositive. Nous utilisons également pour informer nos campagnes. Donc, les seniors, les personnes âgées qui résistent. On pensait que les femmes étaient résistantes, mais avec le temps, plus de vaccins étaient disponibles. Les hommes et les femmes étaient en proportion égale pour et contre. Et il n'y a pas vraiment tellement une fracture rural-urbain, mais c'est l'âge est un facteur de résistance. Donc, on a créé de nouveaux campagnes on cible les personnes âgées, les personnes qui soutiennent ces personnes. Donc, on regarde les données. Pourquoi? Est-ce que vous avez un problème pour avoir le vaccin? Vous n'avez pas eu le vaccin que vous souhaitiez? Mais on peut également cibler les gens qui influencent nos personnes âgées pour qu'ils arrivent au vaccin. Donc, on garde l'œil là-dessus mais ce chiffre augmente avec le temps, malheureusement. Ensuite, la prochaine chose que je regarde de près, c'est ce haut niveau de peur. On a revu cela avec le temps et je vous ai donné un cliché d'écran d'août où on venait de commencer le confinement. On appelle ECQ ici et c'est le confinement très strict et vous pouvez voir que la peur était très élevée. Et avec le temps, si vous regardez aujourd'hui, les choses se sont décontractées un peu et cette peur baisse, mais c'est quand même assez élevé. Donc, si on regarde les théories
de communication en utilisant la peur. Le EPPM, on pense à cela. Et on sait que lorsque les gens ont très peur, souvent, ils gèlent et ils n'agissent pas. Donc, on veut augmenter l'efficacité. Donc, on lance une campagne qui veut mettre les gens dans l'esprit de la prévention et de dire, maintenant qu'on va ressortir, je ne veux pas utiliser le mot normal dans notre travail, mais quand on retourne au travail, à l'école et faire les choses qu'on veut faire, comment le faire hein, avec précaution, comment donner aux gens l'efficacité dont ils ont besoin pour qu'ils pensent qu'ils sentent qu'ils peuvent reprendre leurs activités en sécurité. Donc, encore une fois, on a vu cet indicateur de près et nous en gardons l'œil dessus au fur et à mesure de l'évolution de la campagne. Prochaine diapositive. Donc ici, c'est mon graphique préféré. C'est à quoi pensent les gens. On l'utilise parce que, cela nous dit ça nous dit de quoi on va parler et nous soutenons le département de la santé dans leurs efforts de relations publiques en créant des campagnes. On fait beaucoup de médias sociaux, d'activités. Donc, on jauge ainsi ce que les gens pensent. Et l'USAID s'intéresse beaucoup à l'éducation des enfants, que les enfants retournent à l'école. Donc, on suit cela de près. Prochaine diapositive. Et ce que j'aime faire, c'est que vous pouvez forer dans ces plus grands, les bulles et les personnes âgés ne pensent pas au retour à l'école, mais les parents, les gens qui ont des enfants, ils pensent. Et, et c'est intéressant parce qu'on le regarde avec le temps et cela n'a presque pas bougé depuis août. Et certains donneurs sont perplexes. Ils pensent que les gens devraient essayer de renvoyer les enfants à l'école, mais on voit à cause de cette peur, les parents n'insistent pas tant que ça. Ils sont en faveur lorsqu'ils pensent que ce sera sans danger pour que les enfants retournent à l'école. Donc, on utilise cela sans cesse pour rappeler aux donneurs qu'on doit travailler avec les parents lorsque l'école est ouverte pour les encourager à renvoyer les enfants à l'école. Prochaine diapositive. Et dernière chose, on a partagé cela avec les journalistes. On a sponsorisé une formation de journalistes. On a donné cela comme une bonne source de données. Quelques jours après, on s'est trouvé dans les journaux. Donc, on a eu des journalistes, on donne cette donnée. Je partage avec les étudiants, les élèves, pour leur faire savoir qu'il y a un endroit où ils peuvent aller pour avoir des données ponctuelles sur ce que les gens pensent de COVID. Donc, on a également été figuré à la télévision. J'ai trouvé ça un matin. C'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Merci, Cathy. C'était formidable. J'aimerais une copie de ce graphique, l'utiliser comme fond. Et je suis vraiment heureux que vous soyez rentrés dans les journaux. Et on regarde les Philippines de près parce que je sais que l'hésitation était un problème. Et votre commentaire, c'est que l'hésitation baisse, plus les réserves augmentent. J'aimerais savoir, mais si on a le temps, je vais demander de commenter davantage. Donc, maintenant, avec plaisir, c'est mon plaisir de présenter le dernier présentateur pour aujourd'hui. L'intervenant, c'est Gustavo Briganza. Gustavo est journaliste et sociologue. Il est consultant en communication pour les Breakthrough Action à la ville de Guatemala et il travaillait comme directeur pour la commission pour l'intervention COVID-19. Il est contributeur de l'association DOSES qui étudie les méthodes de communication de masse et l'impact sur le public. Bravo, donc, et bienvenue, Gustavo. Merci, je suis heureux d'être participé à ce webinaire. D'abord, je vais expliquer un peu sur le travail que Breakthrough Action fait au Guatemala. D'abord, nous gérons un programme spécial sur COVID-19
financé par l'USAID. Et la raison principale est d'essayer de gérer l'urgence de COVID-19 et de soutenir des comportements sains et surtout la vaccination, la promouvoir. On fait cela en créant des conditions communicatives appropriées. Et ce travail requiert de forger des alliances avec les travailleurs de la santé, des journalistes et des leaders communautaires et religieux pour partager les informations qui aident les gens à surmonter l'hésitation au vaccin et pour lutter contre les mythes et la désinformation. C'est un pays, le Guatemala, a une grande incidence de Facebook. Facebook est la source de désinformation et WhatsApp. On ne peut pas surveiller WhatsApp, mais nous savons que dans Facebook, il y a beaucoup de messages négatifs sur le COVID. Par exemple, les gens disent que le virus n'existe pas, que le virus est la création, ou il existe, c'est la création de Big Pharma pour faire d'argent avec les vaccins et ce genre de choses. Donc, nous avons également des gens qui disent que le virus est une punition de Dieu pour un mauvais comportement des hommes. Donc, on doit gérer tous ces messages conflictuels qui rendent plus compliqué le travail des travailleurs de la santé. Donc, on leur donne des outils et des campagnes pour lutter contre la désinformation. On offre également, on forme les journalistes sur les techniques pour la couverture de la pandémie et pour vérifier leurs sources pour écrire des articles sur la pandémie. On travaille avec les gens de la province, ceux qui n'ont pas eu de formation formelle dans le journalisme à l'université. Et nous soutenons également le journalisme dans la capitale en leur suggérant des sources pour écrire des articles sur la vaccination et créer un contexte favorable pour la promotion de la vaccination. On dissémine des campagnes aux médias locaux sur le besoin d'adopter des actions pour éviter la contagion. La première partie de la pandémie, on a essayé de créer une sensibilisation sur le besoin de garder des comportements sains pour empêcher la contagion. C'était l'année dernière et cette année, lorsque les vaccins sont arrivés, on a promu la nécessité du vaccin pour réduire le risque de maladies graves et la mort. Donc, c'est le travail que nous faisons. Et nous le faisons de deux manières. On essaie, comme j'ai dit au début, de créer ces alliances avec les leaders communautaires, avec les leaders d'opinion, parce que nous savons que leur crédibilité aide à transmettre le bon message sur le virus et la vaccination. Et nous créons cette campagne de presse avec des spots publics à la télévision, dans les médias sociaux et la radio qui ont nos messages pour changer les comportements.
Nous avons eu beaucoup de chance pendant les dernières campagnes d'obtenir des évêques catholiques, et cela nous permet, ils nous ont autorisé à on a pu les enregistrer lorsqu'ils donnaient des messages d'encouragement à la vaccination pour la population. Donc, comment on utilise le dashboard de comportement COVID au Guatemala dans ce contexte? D'abord, nous avons une liste, 22% des gens qui disent qui ne font pas confiance au vaccin. On doit parce que le dashboard dit que ce sont des gens, ils ont davantage de crédibilité pour promouvoir la vaccination. Donc, on essaie de promouvoir la confiance en eux-mêmes pour être plus sûrs d'eux-mêmes dans le travail, et on leur donne des informations sur les questions principales pour la résistance, pour ceux qui résistent au vaccin. Donc, il y a des questions qui viennent avec les mythes et les désinformations, mais également, il y a des problèmes liés à l'accès au centre de vaccination. Donc, ils peuvent concevoir des stratégies pour aborder cette résistance, ce refus cette absence dans les centres de vaccination. Le dashboard nous donne un résumé intéressant sur les mythes et la désinformation sur le vaccin, et on complémente cela avec les résultats que nous avons collectés de nos aventures dans la province. On rencontre des missions techniques dans les provinces et on a des réunions communautaires avec des leaders et nous discutons avec eux leurs préoccupations sur COVID et les vaccins. Nous utilisons ces informations du dashboard pour trianguler avec les informations que nous collectons. Ainsi, les travailleurs de la santé ont une meilleure base pour aborder cette hésitation, et ce dashboard, lorsque nous le promouvons auprès des travailleurs de la santé, on les aide à éduquer, promouvoir les vaccins. On a fait un séminaire en octobre pendant lequel nous avons présenté ce dashboard, et précisément, on a expliqué aux travailleurs de la santé toutes les informations dont ils disposent, et cela peut être et ces informations peuvent être utilisées pour améliorer leur travail de lutte contre COVID-19. Le second aspect est une source fiable pour les journalistes pour couvrir les grandes tendances du public face à la vaccination. Les journalistes ont faim de données, ils aiment des articles qui ont des preuves et qui sont basés sur des chiffres. Donc, ce qu'on fait, on attire l'attention pour les intéresser à des données intéressantes contenues dans le dashboard, surtout, comme j'ai dit auparavant, les raisons de la résistance contre le vaccin et quelles sont les difficultés auxquelles les gens sont confrontés lors de la campagne
de vaccination. C'est tout. Donc, prochaine diapo. Merci pour merci de votre attention. Merci, Gustavo. C'était fascinant et j'aimerais vous en parler davantage pour aborder, pour parler au travail de la santé puisque c'était une préoccupation, une de nos préoccupations et beaucoup de gens participaient à cet appel. Maintenant, je vois qu'on a plusieurs questions dans le chat et certaines ont déjà été abordées. Il y a plusieurs questions sur les questions d'ordre méthodologique. Kieran et Brian et d'autres. Donc, Dominique, peut-être d'abord, si vous pouvez aborder, il y a différents types de questions sur la représentativité, l'accès aux populations marginalisées et d'autres sondages. Yeah, absolutely. Happy to answer this question. Oui, je serai heureux de répondre à cette question le mieux que je peux. Anton ou Cathy, je ne me rappelle pas, peut-être Anton qui parlait de comment compenser entre le caractère ponctuel et le volume des questions que vous pouvez poser dans un sondage et le caractère représentatif et comment cela a été résolu pendant la pandémie. Ces données, on sait qu'elles sont collectées par Facebook et cela limite notre population globale de qui on peut collecter les échantillons et on réalise que cela laisse pour compte les gens qui sont les plus marginalisés, les plus pauvres, parce qu'ils n'ont peut-être pas accès à l'Internet ou s'ils ont un cellulaire, mais est-ce qu'ils sont sur Facebook? Il y a une limitation sur qui donne des données, donc, et les processus les poids d'échantillonnage, ils ont été calculés pour corriger les différences entre l'échantillon, ce qui concerne le genre, le sexe et la catégorisation d'âge dans chaque pays. Donc, au niveau global, quand on fait les représentations pays dans le dashboard, ce sont des statistiques cumulées. La raison pour laquelle vous avez moins de pays au sein du dashboard subnational, c'est parce que ce sont les seuls pays qui ont des poids subnational. Donc, on a une règle stricte lorsque on présente des données pour les hommes ou les femmes, les différents groupes d'âge. On veut avoir une dimension de cellules de 100 participants pour appliquer correctement les poids d'échantillons. Mais on reconnaît les limitations. Et j'ai mis la réponse pour Brian. Différents. Comment COVID nous a donné cette opportunité pour donner analyser les données, prendre des décisions là-dessus, mais à travers ce processus, ceux qui font ce travail doivent être critiques et avoir l'esprit critique et comprendre comment on apprend des différentes plateformes et que ce que ces plateformes de collecte de données nous disent avec le temps pour que nous pouvons aborder les pandémies et les activités futures. Une partie de Breakthrough Actions, on fait beaucoup à travers le sondage Facebook, mais on fait avec l'exemple de Cathy et reflète dans beaucoup de pays ou de Breakthrough Action et on met en œuvre des sondages par téléphone avec différentes agences professionnelles et on juxtapose ces données de différents pays. Il faut reconnaître qu'une série de données ne va pas résoudre cette pandémie et la triangulation des données dont on parlait auparavant est cruciale pour le succès, pour prendre des décisions et informer, éclairer. Donc, il y a des limitations. Vous pouvez apprendre davantage sur les méthodes dans l'onglet méthode dans le dashboard et cela va donner la clarté, mais vous pouvez contacter l'équipe. Il y a une liste de contacts en bas et vous aurez des questions plus spécifiques et il y a des articles d'ordre général qui
reflète le développement des poids d'échantillonnage parce qu'il est important qu'on soit ouvert à ces conversations. Donc, c'est un projet d'utilisation des données. On veut que les gens utilisent et qu'ils comprennent et qu'ils utilisent ces données dans leurs projets, leurs activités. Donc, merci pour cette question. Merci, Dominique. Je vois beaucoup de questions sont venues par le chat et on y a répondu à beaucoup. Et je ne sais pas si. Donc, je veux revenir à Cathy. Il y avait une question importante sur. Je ne peux pas trouver la question, mais c'était sur. Tu sauras, Cathy. Ça la concernait. Si tu trouves que les théories traditionnelles couvrent les données que tu vois, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui émerge? Malheureusement, je ne peux pas voir la question. Donc, en ce qui concerne, cela revient à votre présentation où tu disais que les étations baissent au fur et à mesure que les réserves augmentent. Je me demande si vous comprenez à quelle conférence je fais référence. Pouvez-vous y répondre? C'est une bonne question. Je ne suis pas théoricienne, mais j'utilise les théories. Je me base sur les théories que j'ai apprises pendant longtemps et je le vois que le PPM, on joue beaucoup avec cela. J'ai fait du travail dans d'autres endroits où on a regardé l'équilibre entre l'efficacité et la peur, et vous voyez cela pendant la pandémie. Lorsque la peur est très élevée, est-ce que les gens ont de l'efficacité et comment percer cela pour faire des comportements de prévention qui vont sauver leur vie? Comment les engager dans cela? Donc, quand ce sera terminé, qu'on aura le temps pour voir plutôt que ce qui s'est passé, plutôt que de travailler dans le moment, on va apprendre beaucoup et on va faire dans 6 mois, on va essayer de faire un sondage d'évaluation. C'est encore en phase de conception parce que les Philippines, c'est un marché de mass média. Tout le monde est sur Facebook et d'autres plateformes, médias sociaux. Donc, on peut vraiment voir comment décider qui vont être vos sources, comment on passe de sources communautaires aux sources numériques. Beaucoup on peut écrire beaucoup de doctorats là-dessus, mais je me base sur le PPM et l'idéation parce que sur le moment, c'est ce que je veux dire aux gens. Lorsque vous dites aux gens, 90% des gens dans votre région ont le vaccin ou 60% des gens font cela, s'ils voient que d'autres le font, ils veulent le faire lorsqu'ils pensent qu'ils peuvent réussir. Et ces gens qui sont difficiles pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on a appris également, c'est de comprendre lorsque on demande certaines choses à des gens sont difficiles culturellement. Et aux Philippines, on ne marche pas seul. Vous avez toujours les mains dans la main avec tout le gens. Donc, quand on demande aux gens de ne pas rester les uns avec les autres, c'est une difficulté. Les masques, c'est accepté. Les gens mettent les masques. Ça vient de SARS. Donc, les gens mettront des masques tout le temps. Mais il y a davantage de gens qui mettent le masque, mais les petits garçons, les enfants qui mettent le masque à l'école, ça c'est un problème. Donc il faut comprendre la culture, qu'est-ce qui est acceptable socialement et travailler sur les choses qui ne le sont pas. Donc la distance sociale est compliquée. Se distancier des autres est compliqué pour les Philippines. Donc il faut le voir de manière collective dans une communauté. C'est ce qu'on fait ici.
mais on utilise les médias sociaux comme si c'était les médias de masse. Donc, on peut vraiment envoyer des informations rapidement et on travaille avec le département de la santé pour donner de la motivation, des générateurs, des influenceurs de données, de comportement, et plutôt que de se baser sur la peur. Merci, Cathy. Et je pense que la capacité du dashboard pour de séparer ces différents facteurs, c'était une question pour Tom sur l'hésitation, et c'est ce que j'aime avec le dashboard. Vous pouvez séparer les différents facteurs qui augmentent l'hésitation. Donc, on a presque plus de temps. Voyons, qui est... Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Qui peut vérifier le temps? Et la question de Maria pour Gustavo. Donc, la mauvaise désinformation a été un sujet tellement important. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur comment vous abordez la question de la mauvaise information, de la désinformation grâce au dashboard? Ce que nous faisons, on élabore une présentation sur les mythes et la vaccination et on partage avec les leaders communautaires. Nous avons partagé cela également avec des journalistes dans les provinces dans lesquelles nous sommes rendus pendant les visites d'assistance technique, et c'est vraiment impressionnant, surprenant de voir le manque de connaissances sur les faits scientifiques sur la vaccination et la pandémie. Les gens dans les provinces au Guatemala terrain for these myths to grow. So, ont une imagination très fertile pour qui laisse cours à ces mythes, et l'information que nous leur donnons, c'est très utile, et surtout pour les travailleurs de la santé, parce que ils sont submergés par le travail qu'ils ont à faire pour lutter contre le COVID. Ils n'ont pas le temps de penser, pour faire des recherches, de penser stratégiquement pour obtenir des informations, pour lutter contre la désinformation. Donc, le contenu du dashboard pour montrer les difficultés et les besoins, cela leur donne un feedback précieux pour promouvoir la vaccination et peuvent informer ainsi les leaders communautaires. C'est très précieux. Et pour terminer, ça se passe aux Philippines. Facebook, d'abord, et WhatsApp sont les sources principales de désinformation. Malheureusement, nous n'avons pas l'accès aux informations qui se propagent sur WhatsApp. Ce que nous avons fait, c'est d'encourager les gens dans les différentes zones de districts, dans les provinces, pour créer des groupes WhatsApp où ils peuvent transmettre les informations basées sur le dashboard. C'est ce que nous avons fait. C'est très bien. Merci, Gustavo. Les médias sociaux, c'est vraiment une lame tranchante, doublement tranchante. Et le fait de se concentrer sur les travailleurs de la santé, c'est important parce qu'ils ont des besoins particuliers.
et ils ont des besoins et de ressources particuliers. Donc, pour la clôture, merci, ça a été vraiment formidable, dit Dominique. C'est très important pour que le public voit comment on utilise ces données de différentes manières pour inspirer l'intégration dans les données dans le travail qu'ils font, ou bien peut-être la curiosité. Si vous avez des questions sur pourquoi on a créé le dashboard de cette manière, vous pouvez nous les envoyer également, mais ça a été formidable de voir l'application des données à travers ces énormes programmes et la nature impactante de ces données et également le volet triangulation. Merci aux panélistes pour ce temps et pour tous ceux qui sont participés à ce webinaire. Ce sera enregistré et affiché sur notre page web. Il y a probablement d'autres choses que j'ai oublié de dire là-dessus, mais inscrivez-vous. Nous avons des possibilités de s'abonner pour les bulletins de nouvelles. On vient de terminer le briefing technique. On va afficher aujourd'hui et demain. Vous pourrez le télécharger sur la page web et également sur les grandes tendances sur l'acceptation de vaccins. On va afficher davantage là-dessus au cours des semaines prochaines. Merci, j'apprécie le temps de tous et vos commentaires. Merci beaucoup.